Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Comme à mon habitude, j'essaye de varier les contenus et je suis tombé sur un livre Trader, vrai maître du monde, enquête sur le marché des matières premières. Je me suis dit qu'il serait bon de vous le partager et également de le coupler avec un passage qui m'est revenu en tête du livre Gustave Le Bon, La psychologie du socialisme. Puisqu'il est question de spéculation sur le marché, de milliardaires qui s'amusent des matières premières, ça peut être le blé au niveau de l'alimentation, mais aussi pour faire beaucoup de blé avec le pétrole, le gaz, etc. Et donc des familles importantes ressortent, on a Rockefeller, on a également Richter et d'autres encore que vous allez découvrir aujourd'hui. N'hésitez pas à soutenir par des likes en mettant également des commentaires. Vous avez peut-être d'ailleurs des références. À la base, ce premier épisode, je voulais également le lier avec des articles de journaux. Et après, je me suis dit, en ce moment, j'ai pas trop le temps, j'essaye aussi de vaquer à mes occupations plus le travail. Donc, je vous propose une première version, il y aura après un deuxième épisode, puisque c'est un petit livre et je le sectionne en deux. Et dans la deuxième émission, vous verrez, ça sera encore plus riche. Trader peut être considéré comme la traduction du français négociant. Si l'on s'en tient à l'étymologie, les deux mots peuvent être employés indifféremment. Mais, conséquence des évolutions économiques et de la prédominance anglo-saxonne, le mot anglais semble plus moderne quand le français paraît sorti de la naphtaline. On peut ainsi considérer que chacun concerne une fonction bien particulière. Le négociant est le commercial, celui qui a la connaissance du terrain et des hommes, celui qui fait naître la confiance. Le trader est plus loin du terrain. Il gère des flux, la couverture sur les marchés, à terme, la logistique. Toute société de négoce qui se respecte emploie des traders parfois par centaines. Mais dans les petites structures, le négociant est aussi trader. Le courtier, lui, est un simple intermédiaire, une sorte de plateforme. Il a deux téléphones, au bout du premier, un acheteur, au bout du second, un vendeur. Il met les deux côté en rapport et prend une commission quand les transactions se font. Donc lui, il est vraiment l'intermédiaire, il fait la passerelle et de cette porte-là, il essaye de faire fonctionner le réseautage. Les négociants peuvent acheter par l'intermédiaire d'un courtier ou vendre par son intermédiaire. Mais le courtier n'anticipe pas, il ne prend pas de risque. Beaucoup d'entreprises font tout pour être connues. Marketing, essayer également de contacter des influenceurs, faire reconnaître certains de leurs travailleurs au niveau des noms à l'international, pourquoi pas même à les envoyer dans des conférences, mais d'autres, et non des moindres, cherchent à se faire oublier et à échapper à tout prix au radar médiatique. Parmi elles, les entreprises de négoce internationales de matières premières. Le grand public ignore que ces géants discrets, dont les salariés peuvent se compter par dizaines de milliers, jouent un rôle essentiel dans la marche du commerce et de l'économie mondiale. La nature même du métier de négociant est un mystère pour les non-initiés. Qui sait comment on met à disposition des industriels minerais ou céréales, hydrocarbures ou sucre, café ou coton, là où ceux-ci le veulent, quand ils le veulent et dans les quantités dont ils ont besoin? Qui sait? Qui sait encore comment ces marchands de matières premières permettent à l'industrie de produire ce que nous utilisons quotidiennement? Avions, voitures, ordinateurs, téléphones. Qui encore sait que sans eux, le monde agricole ne pourrait pas nous nourrir? Tout au long du XXe siècle, cette activité s'est développée sans trop de problèmes et a pu répondre à la demande grâce au concours de marchés financiers spécialisés. C'est-à-dire que par la logistique de ces matières premières et l'entrée en jeu de certains traders, nous avons pu obtenir la mondialisation. Et de celle-ci, baisser les coûts pour par exemple que tout le monde ait un poste de télévision chez soi, puisse prendre les transports en commun à moindre coût, voire même par les révolutions industrielles, ce qu'on appelle le manufacturing, le taylorisme. Tout ceci aboutir à ce que chacun soit producteur et en même temps acheteur. Des biens, on va dire des marchandises par exemple. Et même qu'on en arrive à des développements jusqu'à l'informatique, l'internet, les réseaux de télécommunications et tout ce qu'il en est actuellement. Pour ce faire,
Il a donc fallu qu'on ait des entreprises, des représentants et des personnes qui prennent le relais sur les dossiers. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez des milliards de kilos, même devrais-je dire, des milliers de tonnes qui passent comme ça entre les mains de telle et telle entreprise, voire des fois juste au bout de téléphone, pour que le transporteur les prenne dans des cargos. On appelle ça autrement les bateaux mastodontes. Vous avez aussi les avions qui ressemblent un peu à une sorte de baleine à moitié. Vous voyez, c'est-à-dire le bec, il s'ouvre et en dessous vous avez un gros espace pour pouvoir stocker tout ce qui proviendra de l'extérieur. Donc ça peut être du cacao, du sucre, mais aussi encore des technologies, des petites babioles qui accompagnent. À d'autres époques, il y avait principalement les routes terrestres et les voies maritimes. Et pour ce qui était de la deuxième partie, il y avait après tout un code, voire même au droit maritime, avec l'idée de déplacer des marchandises et même certains humains qui étaient comparés à des objets. D'accord ? Ça, c'est important de rappeler. Tout ceci, pareil, était dans le même système, c'est-à-dire on avait des places de marché et on présentait, on va dire, des produits. Mais il pouvait y avoir de la spéculation, comme c'était le cas avec l'affaire des tulipes, etc. Voilà qu'au début du XXe siècle, du XXIe même, excusez-moi, on a déjà dépassé le XXe, le business des matières premières a été envahi par les spéculateurs. On l'a vu en Arabie Saoudite, on a pu l'observer également en Amérique, que ce soit à New York ou encore à d'autres places, même à Paris, centre assez important en termes économiques, de ces acteurs qui poursuivent en fait ces révolutions. Il y a un nom spécial que Jacques Attali nous présentait dans Une brève histoire de l'avenir, il me semble. C'est-à-dire à chaque fois les changements fut un temps, c'était, je crois que ça a été, que je dise pas de bêtises, Hambourg, Genève, il me semble. Il y a eu quoi d'autre? Washington. Je sais plus, il y en a eu comme ça 3 ou 4 au minimum des places très importantes. Il faudrait que je me replonge dans le livre, mais je me souviens de ça. Et puisque l'Amérique est en phase de changement et peut-être même de... Hop là, et ça commence à s'effondrer. L'hégémonie et les centres de marché devraient se situer plutôt au Japon pour la suite. Mais bon, revenons-en au livre et à ce qu'inscrit. Début du XXIe siècle, le business des matières premières a été envahi par les spéculateurs. Fonds d'investissement et fonds de pension ont vite compris que la croissance économique de la Chine, de l'Inde et du Brésil allait faire monter les prix des denrées de base et que des gains faciles les attendaient. Parfois, ces institutions financières ont contribué à faire grimper les cours, ce qui a permis aux sociétés de négoce d'engranger de confortables bénéfices, mais a contribué à provoquer de graves crises dans les pays dépendant de leur importation alimentaire pour se nourrir. Et là, principalement, nous nous situons sur des pays dits du tiers-monde, en cours de développement en tout cas, et un peu moins sur l'Occident. Puisque, alléluia, Dieu nous a quand même bien bénis. Il suffit de voir la végétation, les terres agricoles qui sont bien fertiles. Donc on peut redire alléluia pour l'Occident. Poursuivons. Il nous fait part de quelque chose. Il nous dit « Des traders de matières premières, au cours de ma vie professionnelle, j'en ai connu un bon paquet », raconte ce professionnel qui navigue dans les milieux du négoce des céréales depuis plus de 20 ans. Il poursuit « Une seule main suffirait à compter ceux pour lesquels j'ai du respect. Dans la plupart des cas, j'ai eu affaire à des gens profondément immatures, essentiellement attirés par les grosses bagnoles et les filles qu'on peut asseoir dedans. Leur immaturité politique et économique est absolue, poursuit-il. Il ne jure que par le libéralisme économique le plus outrancier et le conservatisme politique le plus absolu. Je me souviens avoir fait passer des entretiens d'embauche à des traders. Quand je leur demandais ce qui les attirait dans le métier, presque tous se disaient fascinés par les milliards de dollars et les millions de tonnes de marchandises qui circulaient. Ils ne sont attirés que par l'or, ce qu'ils vont pouvoir amasser. Mais il est difficile de renoncer à cet univers. Malgré ces gens pourris, ces mauvaises actions qui peuvent des fois nuire aux populations, il y a quand même, voyez-vous, cette adrénaline, ce jeu qui se fait. Cette idée de se faire sa place et d'arriver à bien gérer les contrats. Ça met du peps, voyez, ça vous anime les journées. Et
Il dit faire le négoce du blé, du pétrole, des métaux, c'est occuper une place centrale. Bien que très discrète dans les rouages de l'économie mondiale, c'est permettre à des populations entières de se nourrir, grâce aux cargos de blé qu'on réussit à faire circuler malgré les obstacles. Parenthèse, puisqu'en effet, souvent on peut dénoncer la mondialisation, les excès de monopole, ces intermédiaires, des fois traders ou négociants, mais sans eux, il n'y a pas ce qu'il faut dans l'assiette. Il n'y aurait pas les technologies pour communiquer, voire en termes de progrès également pour accéder à des soins, des radios ou encore d'autres nouvelles technologies qui permettent de rentrer dans le corps et de faire des interventions en cas de problème cardiaque ou encore de reins, etc. Donc on parle de transplantation, de prévention aussi pour la santé. Tout ça est aussi à reconnaître pour ces gens qui font circuler les marchandises. Puisque sans eux, votre dentiste n'aurait pas sa palette pour pouvoir intervenir. Il n'aurait pas des produits, on va dire, certifiés et de qualité provenant des laboratoires pour ce qui est, par exemple, des prothèses dentaires où on peut sortir de la dentition pour aller sur d'autres parties du corps. On parle de la santé, on peut aussi se pencher sur l'éducation, même l'accès à l'alimentation, c'est un ensemble. Donc ces gens sont importants. Le truc, c'est où on met la limite. Parce que si on leur laisse le touchous, il y a un moment, ils vont vouloir faire d'autres pistes comme ça. Ils ont pris les premiers risques, ils passent sur la verte, il n'y a plus d'amusement, vous voyez, les premiers pas, les premiers chasse-neige, tout ce que vous voulez, ça a été fait. Ils veulent maintenant plus de sensations. Ils passent sur le rouge, ça verglace un peu, vous voyez, il y a des petites zones d'ombre, ça prend du plaisir. Et il y en a qui veulent passer sur les pistes noires bien avec les boss, vous voyez, s'entretenir également avec les patrons du monde, si je fais un petit jeu. Et les autres, ils veulent passer en hors-piste, c'est-à-dire sur des terrains inconnus, sur des endroits pas balisés, peut-être pas encore explorés par les hommes. Et c'est ça, en fait, le danger. C'est ceux qui arrivent uniquement par spéculation et diront, au nom du libéralisme, nous verrons. Soit, ensemble, on assistera à quelque chose de grandiose qui finalement se régulera par soi-même malgré des gens qui font énormément de bénéfices, ou au contraire on accédera au chaos. Mais ceux qui jouent à ça en général, derrière eux tout est déjà organisé. Ils ont des réserves alimentaires, des maisons, points de crédit sur le dos, bref ils sont bien quoi. Ils sont pas comme les gens lambda, voire les plus pauvres. Et qu'il reconnaît qu'il y a des horreurs, il y a des gens manipulables, il y en a d'autres qui suivent d'ailleurs les effets de marketing, c'est-à-dire ils sont dans ces actions-là de jouer sur les marchés à l'international, de comprendre même les éléments de langage, les spots publicitaires, la manière d'orienter l'information pour tenter. Et pourtant, ils plongent en plein dedans. Grosse voiture, une maison toujours plus grosse que celle du voisin, des équipements de dernier cri qui ne serviront à rien. Ils seront posés dans le logement, mais point d'utilisation. Donc ils suivent ces courants-là, ces entreprises qui les font surconsommer dans ce que eux-mêmes ils gèrent de façon plus grande. Et également les femmes. Ça, c'est pas seulement de trouver des, comment on pourrait dire ça, des profiteuses, il y a un nom spécial qui est donné, des michetonneuses. Ça va plus loin, clairement. C'est l'idée même d'acheter des heures de femmes. Vous voyez, la prostitution, etc. Donc ils sont hors limite. Il n'y a plus les pieds à terre. C'est fini ça. Et, ils sont drogués dans des états secondaires. Que ce soit traders, négociants, investisseurs, ce que vous voulez. Tous, ils sont maintenant hors sol. C'est la grande Babylone qui se poursuit. C'est jouer un rôle, donc, dans un nombre assez important au niveau des rôles clés de pays producteurs de pétrole ou de gaz. Et même quand on est un petit trader, surtout si on est immature, on peut se laisser griser par ces millions de tonnes de marchandises qu'on fait bouger, par ces centaines de millions de dollars qui passent de compte en compte. Plus de place aux fiduciaires, nous sommes uniquement sur ce qui est de l'ordre, voyez-vous, informatique, scriptural. Par ces centaines de millions de dollars donc qui passent de compte, en bref, on peut se voir comme le roi du monde, assis sur une montagne de dollars ou d'autres monnaies. Un exemple arrive. Anthony Ward crée Armajaro. Il a déjà son actif un solide parcours dans le négoce du cacao. Il est réputé pour son flair et sa hardiesse. Les régions équatoriales où poussent les cacaoyers n'ont pas de secret pour lui.
c'est le résultat d'années de déplacement dans les zones de plantation, de journées entières passées dans les villages ivoiriens ou ghanéens où poussent les cacaoyers. Cet expert, lui, n'est pas un trader, il est un négociant. Il va sur le terrain, il rencontre les gens, il essaye de créer une bonne entente, c'est-à-dire il a sa base, il sait le potentiel de marché par exemple en Europe. Eux de leur côté, certains producteurs cacaoyers ivoiriens ou ghanéens n'ont pas forcément plus de mains que pour uniquement, voyez-vous, entretenir les plants et faire la récolte. Il leur manque la logistique, l'envoi à l'international, l'implantation ou non dans les magasins qui prendront après le relais pour vendre des produits, ou bien encore d'autres contacts avec des petits commerçants. Tout ça, ils ne l'ont pas. Il leur manque la partie du lobbying, un peu ce que fait du coup le négociant. Lui, il fait fonctionner son cahier, son carnet de, des liaisons entre les uns et les autres, comment je pourrais dire ça, de contact, tout simplement. C'est là qu'ils sont différenciés. Certains diraient c'est de l'exploitation de, par exemple, ces Africains. Non, c'est pas le cas. Il est allé de façon démocratique, il leur a dit voilà, moi je vais vous acheter telle et telle tonne en période de l'année à ce prix-là. Si jamais vous rencontrez des difficultés climatiques ou autres, nous on fait fonctionner nos réseaux de météorologues, voire plus des fois. Donc on pourra anticiper et pourquoi pas vous les acheter un peu plus cher. Mais il y aura une limite. Vous voyez, on est un peu comme dans un système monétaire, un serpent là. C'est-à-dire plus ou moins 2%, en exemple. Donc il dit avec les paysans, Ward s'est assis au centre du village pour faire la palabre. Il les a accompagnés dans les sous-bois alentours, là où à l'ombre des grands arbres poussent en 5 ans les cacaoyers qui porteront les cabosses rouges, oranges, jaunes, pleines de fèves. Anthony Ward a aussi des contacts étroits avec les gouvernements en place. S'il en fait la demande, il peut accéder aux plus hautes autorités politiques pour évoquer le fonctionnement des circuits du cacao, la fiscalité et la réglementation locale. Des incointances qui nourriront les intuitions de demain. Mais Anthony Ward maîtrise aussi les secrets du fonctionnement des marchés, à terme de Londres et de New York, où se fait le cours mondial de la tonne de fèves de cacao. Celui qui servira de base pour acheter leur récolte aux grands fournisseurs que sont en particulier les planteurs de Côte d'Ivoire ou leurs voisins du Ghana. Autre élément indispensable, Anthony Ward a la confiance des banques londoniennes. Fort de tous ses atouts, en 20 ans d'activité, il s'illustrera par une série de coups fumants très rémunérateurs jusqu'au dernier qui causera sa perte. En 2012, la concurrence l'accuse de faire monter artificiellement les prix en squeezant le marché, c'est-à-dire en achetant des quantités considérables de fèves pour provoquer une pénurie fictive et forcer l'industrie chocolatière à lui manger dans la main. Autrement dit, à payer le prix fort pour la matière première puisqu'il est incontournable. Ses clients de l'industrie du chocolat commencent à trouver l'addition salée et les manières d'Anthony Ward des plus déplaisantes. Chocolate Finger ne suscite plus l'admiration, il irrite. Irritant les dirigeants de ces entreprises, ils n'ont cependant aucun moyen de le contrer. C'est lui qui a le monopole, il fait la pluie et le beau temps sur le marché, et ils savent que c'est le temps qui sera leur allié. Tôt ou tard, ce spéculateur fou va faire une erreur. Pour reprendre l'expression d'un concurrent, il finira par trébucher. Ses intuitions l'auront trompé, ses estimations de récolte de fèves de cacao se seront avérées fausses. La pluviométrie par rapport à la pluie ivoirienne aura été inférieure à ce qu'il espérait. La demande mondiale aura baissé alors qu'il la prévoyait à la hausse. On pourrait énumérer à l'infini la liste des erreurs qu'il a fini par commettre, mais qu'on ne connaîtra jamais précisément tant le secret des affaires est jalousement gardé. Autre personnage, plus important encore, qu'en dehors de la consommation de chocolat et de fèves de cacao, Mark Riche. Le génie maudit. L'époque bénie du négoce des matières premières est symbolisée par un nom, Mark Riche. Un trader de génie, considéré comme l'inventeur des marchés pétroliers modernes. Le trader Gilles Chotard l'a côtoyé à quelques reprises et se souvient d'un homme chatoyant, doté de beaucoup d'entre-gens d'une extraordinaire mémoire et d'un flair à toute épreuve. Un bourreau de travail aussi. À son épouse, qui se plaignait de ne pas le voir beaucoup, il répond, je le cite, « Je peux te consacrer une demi-heure le samedi et 45 minutes le dimanche. » Fin de citation.
issu d'une famille ayant échappé à l'Holocauste, installé aux États-Unis, Mark Rich est embauché chez le négociant Philip Brothers. Il y découvre le pétrole à l'occasion d'un troc avec la Tunisie à laquelle il fournissait un peu de céréales. Donc le gouvernement tunisien est désargenté, propose en échange de ce blé un petit chargement de pétrole. Et c'est le début de l'aventure. Mark Rich découvre l'existence d'un pipeline reliant l'Iran à Israël, ce qui permet de faire l'impasse sur le canal de Suez. Grâce à ses accointances, il peut vendre une partie de ce pétrole à l'Espagne franquiste au sein de laquelle il a ses entrées. Donc on remarque, c'est simplement un constat, que nous avons un juif ayant échappé à l'Holocauste. Alors est-ce que c'est comment on appellerait ça là ? Vous savez, c'est-à-dire l'histoire que l'on raconte, du storytelling, pour comme ça l'encenser. Je ne sais pas. En tout cas, on est sur un juif qui a toujours des contacts avec l'Espagne et qui va se retrouver sur les marchés à l'international où il fait de la négoce avec par exemple la Tunisie. C'est-à-dire qu'il a réussi avec la Tunisie à faire du troc. En fait, si on remonte dans le passé, quand il y a eu un problème avec les barbarisques, c'est-à-dire les barbaros, ceux qui résidaient en Afrique du Nord, entre autres l'Algérie actuelle, eh bien, on remarquera que les Juifs, à une certaine période, avaient été chassés de l'Espagne et de d'autres pays, s'étaient réfugiés principalement au Maghreb, pour certains en tout cas, et là-bas, ils avaient réussi, pareil, à monter pour quelques familles dans les hautes sphères de négoce, c'est-à-dire le commerce, l'achat en gros, et avec l'Europe, particulièrement la France, ils achetaient des quantités importantes de blé. Et des fois, quand ils les faisaient venir, ils donnaient les informations aussi aux pirates pour qu'il y ait donc une attaque et que lors du prochain achat, eh bien, je ne sais pas, ils arrivent à mieux négocier ou bien ils ne payent pas la cargaison parce qu'elle n'est pas livrée. Bref, après, tout un tas de choses qu'il faudrait explorer plus en détail. Mais on se rappellera donc qu'à l'époque, dans les années 1800-1830, par là, donc au 19e, il y avait déjà ces histoires de négoce et ces problèmes avec des vols de marchandises ou encore des prix qui ne convenaient pas, des gens qui ne payaient pas aussi ce qui était livré. Bref, tout un tas de scandales qui avaient mené après 1830 où la tension était montée entre la France et ce qui était la colonie, on va dire, algérienne et où on a débarqué. C'est important à rappeler parce que là on voit Mark Erich, donc après la Seconde Guerre mondiale, donc on est après 1945, pareil, il monte de façon assez importante. Il fait exactement les mêmes démarches, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas de façon première, et pourtant ce sont les acteurs du déplacement du blé, de notre alimentation, voire des fois même de l'affaiblissement du patrimoine français. On va appeler ça comme ça, une sorte de patrimoine quant au savoir-faire et à la qualité de notre blé. On a des agriculteurs qui touchent à peine le RSA pour certains. Et en termes de revenus, c'est faible, et d'autres qui se gavent sur leur dos. Pourtant, on produit toujours plus. Il y a un problème quelque part. Le problème, quand on remonte, on voit qu'en effet, une partie est liée à ces négociants. Je vous rappelle 1800, je vous refais part de ce qui se passe aujourd'hui, et quand on remonte un petit peu, on voit ce Mark Rich avec les États-Unis, donc il est dans ces affaires-là. Il commerce avec qui? Tiens, les Tunisiens, donc on est toujours sur l'Afrique du Nord, comme quoi, en termes de certaines familles et d'implantation, Espagne, Tunisie ou même encore Israël, ça n'a pas disparu. Et en plus, la découverte du pipeline par rapport à la situation au pétrole entre l'Iran et Israël. Bon, poursuivons. La guerre du Kippour en 1973 fera la fortune de Mark Rich. Les pays de l'OPEP ferment le robinet. Les approvisionnements mondiaux se tarissent. Aux États-Unis, le prix du litre d'essence augmente de 50%. C'est le premier choc pétrolier du XXe siècle. Européens et Américains cherchent frénétiquement la matière première sans laquelle leur économie ne peut tourner. Rich est là, qui attend son heure, grâce au contrat d'approvisionnement signé avec les Iraniens et avec les militaires équatoriens, il peut livrer du brut. Incroyable quand même. Donc le mec, il rentre sur les marchés. On a toujours eu, on le rappellera après 1945, le conflit de l'Iran avec les Israéliens qui nomment les sionistes, et particulièrement les déclaratifs. Alors à l'époque, on n'était pas sur l'ayatollah actuel Khamenei, on était sur, comment il s'appelait? Je perds son nom là, qui a été renversé dans les années 70. Le Shah,
d'Iran, mais il avait un nom encore. Bon, passons. Il y a toujours eu en tout cas ce conflit. D'accord? Et on apprend quoi? Que quelqu'un issu d'une famille juive est en train de faire des affaires avec les Iraniens et les Israéliens. D'accord? Et en 73, quand il y a le choc pétrolier, ces mêmes acteurs qui, eux, jouent des marchés à l'international, des graphiques, de tout ce que vous voulez, font encore de la richesse sur le dos de tout le monde. Et ils prennent, on le voit, le pétrole iranien pour approvisionner les autres. Grâce au contrat d'approvisionnement donc signé avec les Iraniens et avec les militaires équatoriens, il peut livrer du brut. En 2 ans, les bénéfices de Mark Rich Co. Company sont multipliés par 20. En 1976, l'entreprise engrange 200 millions de dollars. L'autre grand acteur qu'on rappellera en fin de vidéo du pétrole dans les mêmes années, même précédant un petit peu avec son trust, là, mince, comment on appelait ça? Oil Company, mais il y avait un autre truc avant, la Standard Oil Company de Rockefeller, encore les mêmes familles. Par son entre-gens, il a permis à l'Occident d'échapper à la pénurie totale de brut. On pourrait lui en être gré. Vraiment. À la base, guerre du Kippour, etc., qui en était à l'origine? Et cet approvisionnement, pourquoi était-il réduit quand on voit qu'aujourd'hui, les premiers producteurs à l'international, exportateurs de pétrole et de gaz, sont les Américains, puis après on a l'Arabie Saoudite, on peut également retrouver la Russie. Pour le gaz, on a l'Algérie, donc je comprends pas bien là, cette idée de... Ils nous ont aidés à échapper. Passons à la suite. Mandela est alors en prison, il fournit du pétrole soviétique, bien que Moscou soit le chef de file de cet embargo. Cette hardiesse finira par perdre Mark Rich. Après la révolution communiste et la chute du Shah d'Iran, malgré l'embargo américain, malgré la prise d'otage des diplomates de l'ambassade américaine, il continue à commercer avec Téhéran. Pour les milieux dirigeants à Washington, c'est une trahison. Le procureur Rudy Giuliani, qui était d'ailleurs maire de New York en 2001, étrangement mêlé à l'affaire du 11 septembre 2001, j'avais déjà fait des investigations par rapport à ça, et on retrouve ce Giuliani fervent partisan de Donald Trump. Les deux se mettent ensemble pour entamer des poursuites contre Mark Rich, qui était à l'époque citoyen américain. L'affaire est doublée d'un dossier fiscal. Le trader le plus célèbre de son temps craint d'être arrêté. Il quitte les États-Unis en 1983 et n'y remettra plus jamais les pieds. Mais il est parti où alors? Ah, il se calfeutre à Zug, près de Zurich, en Suisse. Soi-disant, ce pays non engagé dans la guerre, même pendant la Seconde Guerre mondiale, pays neutre. Hein. Aïe, on en trouve beaucoup quand même de ces gens qui devaient être persécutés là-bas, non? Qui font beaucoup d'argent en plus. Bon, il installe son entreprise. Il vit dans une immense villa aux murs décorés de tableaux de maîtres. Que je regarde, je crois qu'il y avait autre chose. Ouais, de nombreux... non, ok. Jamais Rich ne sera condamné, mais la justice américaine n'abandonnera pas les poursuites, n'abandonnera les poursuites que lorsque Bill Clinton aura gracié le fugitif. A quand même l'impression, je sais pas si c'est un jeu ou si c'est la réalité entre eux, mais deux groupes qui s'affrontent pour gouverner le monde et l'ordre international. On rappellera que Bill Clinton est quand même dans les pas de George Bush. George Bush, donc Walker Bush, également fils de Herbert Walker Bush et encore enfant de Prescott Bush. Donc Prescott Bush faisait affaire avec les nazis, n'avait aucun scrupule à monter dans les trusts à moitié pour faire des affaires. Je vous l'ai mis dans la guerre ouverte contre les peuples. Donc, comment il s'appelait l'autre donc Prescott Bush, on a Herbert Walker Bush, on va dire le père après du dernier Bush, tous dans des affaires de pétrole, de gaz, et ce qui va les suivre, c'est Bill Clinton qui va gracier Rich, et à la suite de Bill Clinton, donc on aura bien évidemment d'autres présidentielles, avant que Trump soit réélu, à l'autre là, comment il s'appelait celui qui était sénescent. Merde. Putain, je perds son nom. Ouais, tellement il est peu important, même si, bon, il est dans ses affaires. Avec son fils. Vous voyez, là, des fois, ça m'échappe. C'est pas grave. Hunter Biden. Donc, l'autre, c'était Joe Biden. Voilà. Et Hunter Biden
petit-fils mêlé dans des affaires sordides, pédocriminelles, etc., mais surtout d'achat de gaz. Et on les retrouve dans les mêmes manœuvres. Très décriée, cette décision fut l'une des dernières du président démocrate. Le document fut en effet signé dans le bureau ovale le 19 janvier 2001, quelques heures avant la prestation de serment de son successeur George Walker Bush. Mark Rich mourra en Suisse au printemps 2013, multimilliardaire, brouillé avec certains de ses amis jadis les plus proches, sans avoir pu assister aux obsèques de l'une de ses filles prématurément décédée aux États-Unis. Rien de plus complexe en effet que le marché pétrolier en mutation permanente. Je cite. On peut acheter une cargaison le matin et être obligé de la revendre quelques heures plus tard. Ce n'est pas uniquement par la volonté de spéculer. Le raffineur qui avait besoin de ce que vous lui proposiez le matin a changé son fusil d'épaule parce que dans l'intervalle, les marges de raffinage ont évolué et que le prix de l'essence a bougé par rapport au gazole. Fin de citation. Une cargaison de pétrole du Moyen-Orient s'achète et se vend 2 mois avant le chargement. 2 mois avant. Donc avec ce qui s'est passé là récemment au Moyen-Orient, fin de l'été, attendez-vous à la pompe parce que ce soit au moins à 2 euros. Il faut y ajouter 30 à 40 jours de transport vers les raffineries puis le raffinage. Conséquence, 3 ou 4 mois s'écoulent entre le chargement de la cargaison sur un tanker et son utilisation par un consommateur quel qu'il soit. Il poursuit. Pendant toute cette période, explique le trader, les prix du pétrole peuvent être multipliés par 2 ou divisés par 3. Il suffit qu'il y ait une guerre civile, un tsunami, un bouleversement géopolitique. Cela nous oblige à suivre minutieusement ce qui se passe sur ces marchés pour être très réactifs. Fin de citation. On comprend donc que ce soit sur le pétrole, le gaz, le blé et le cacao, etc. Certains acheteurs ont pris soit les devants, on va dire en spéculant et donc en achetant avant la production, mais d'autres négociants ont acheté et ont mis des contrats en place et ont tout intérêt à ce qu'il y ait des embrasements, guerre civile, mauvaise récolte, etc., pour faire gonfler les prix et s'enrichir. La cargaison de pétrole, peut ainsi changer 10 fois demain en fonction des positionnements commerciaux et financiers des uns et des autres. Au trader de digérer la mauvaise nouvelle, de comprendre ce qui l'a fait échouer et de se relancer sur une nouvelle opération. Si ces entreprises affichent des chiffres d'affaires insolents, des dizaines voire des centaines de milliards de dollars, leurs marges par baril, par tonne de coton ou de cacao sont infimes. La fortune de ces entreprises vient donc de l'importance des mouvements qu'elles génèrent et de la discrétion dont elles entourent leur opération. Quand on a réussi un bon coup, on ne se vante surtout pas. Il faut pouvoir, peut-être, le rééditer et ne pas entraîner les autres à sa suite. C'est une règle vieille comme le monde du commerce et qui a contribué au fil des années à enfermer les négociants dans une bulle paranoïaque, d'où les journalistes sont le plus souvent proscrits et donc trop facilement réduits pour évoquer ces sujets, à reprendre les campagnes d'information à la charge donc des ONG plus enclines à dénoncer les inévitables scandales qu'à faire œuvre pédagogique. Le monde du négoce des matières premières est l'un des plus opaques qui soit. Dans les grosses boîtes, il y a des traders qui achètent, d'autres qui vendent, et enfin des spécialistes de l'arbitrage sur les bourses des matières premières. Conséquence, rares sont ceux à percevoir la stratégie de l'entreprise. Et c'est comme le travail dans l'usine, chacun a un poste particulier et ne comprend pas la finalité de la chose. Il fait uniquement ce pour quoi on l'a engagé, il emploie une certaine fonction, et il ferme les yeux sur le reste. Il prend son salaire et, comme on l'a vu, la plupart sont immatures, ils s'en branlent en fait. Seuls les dirigeants qui ont établi ce système pourraient en parler et ils se gardent bien de le faire. Dans les années 1990, les traders qui travaillaient pour le compte de la multinationale américaine Cargill signaient même leur contrat, donc dans leur contrat une clause leur interdisant tout contact avec les journalistes. Cependant, les coups de boutoir des ONG et des médias ont poussé les entreprises du négoce implantées sur les berges du lac Léman à réagir. Louis Dreyfus, autre personne, le nom de famille pourrait nous ramener aux mêmes communautés. Je cite, « On ne peut plus faire n'importe quoi, explique-t-il. On est enserré dans un ensemble de règles financières et éthiques qui limitent nos opérations. Cela réduit les revenus. Par exemple, continue-t-il, avant, je pouvais vendre de la marchandise à une structure et me faire payer par une autre.
Cela permettait toutes les opérations de blanchiment. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Si je recevais ce type de proposition, je ne m'y intéresserais pas une seconde. Il est devenu impossible de commercer avec les pays sous embargo. Iran, par exemple, et d'autres encore. Il est exclu, par exemple, de faire la moindre livraison à Khartoum. De même, aucune banque ne prendra le risque de créditer un virement venu du Soudan. Elle aurait trop de problèmes après, en termes de contrôle et tout. Selon ce trader, c'est en partie pour échapper à la mauvaise réputation qui était la leur que les sociétés de négoce ont diversifié leur investissement, achetant des terres agricoles ou des compagnies minières. Comme des familles, Bill Gates par exemple, la famille Gates, s'est lancée dans l'achat de terres en Amérique, beaucoup de personnes ont fait de même. Ils s'intéressent aux terres agricoles et aux compagnies minières. En intégrant des activités moins spéculatives et risquées, elles réduisent la part de revenus de l'entreprise issue du seul négoce des matières premières. Dès l'effondrement du bloc soviétique, on a le groupe Louis Dreyfus, qui prend ainsi le contrôle de Kolkhoze, ukrainien en déshérence. Les Français découvrent alors un monde archaïque, un matériel agricole obsolète, mais des erreurs sont faites. C'est-à-dire que les nouveaux tracteurs importés d'Occident pour essayer de moderniser la façon de produire et d'être plus rentables ne résistent pas longtemps à la terre grasse des plaines ukrainiennes. Ils s'embourbent, se cassent, nécessitent donc de l'entretien, des techniciens pas forcément sur place, trop de problèmes. L'entreprise finira par corriger le tir et généralisera ses investissements directement dans la production agricole. Cette indépendance du marché mondial est d'autant plus importante qu'entre le groupe Louis Dreyfus et les trois autres grands groupes ABCD, où on retrouve Archer Daniel Midland, Bunge et Cargill encore, la concurrence est vive, violente parfois. Je cite. Le courtier en céréales parisien nous dit dans ses métiers entre traders, entre compagnies, on ne se flingue pas à coups de fusil, mais à coups de prix. Par exemple, au moment de la crise libyenne en 2011, des gars avaient vendu des cargos de céréales à l'État libyen. À cause de la guerre civile, il n'y avait plus d'État, personne à qui livrer la marchandise et personne pour payer. Les cargos étaient au large des côtes libyennes et ces négociants, ces traders, devaient absolument trouver à qui vendre la marchandise. D'autres négociants ont pu se porter acquéreurs, mais avec une décote massive, de plusieurs euros la tonne. Pour un cargo Panamax de 50 000 tonnes, la perte est donc immédiatement de 250 000 euros. Fin de citation, auquel il faut ajouter l'immobilisation du cargo, plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, les pertes éventuelles de change, et l'ardoise est salée. Accusé Glencore, levez-vous. La concurrence joue donc à plein. On a encore un autre groupe. Il n'y a pas de cartel. L'idée cachée dans les recoins de notre inconscient collectif, selon laquelle ces grands marchands disposeraient ici et là d'énormes stocks qu'ils conserveraient à l'abri en attendant que les prix montent, n'a guère de sens. Et là, je ne suis pas en total accord. Et pour faire le contraste avec ce qui est avancé dans cette partie du livre, je vais vous mettre, juste après, Gustave Le Bon, La psychologie du socialisme, écrit dans les années 1900. D'accord ? Psychologie des foules, 1895. Psychologie du socialisme, il me semble que c'est à peu près 1900. Parce que, dans ce livre, ils nous disent il ne faut pas croire qu'il y a, en dehors des spéculations, des gens qui conserveraient du blé pour essayer de créer une sorte de pénurie. Et là, je ne suis pas d'accord, même s'il y a une partie de vrai. Parce qu'ils disent que les coûts de stockage sont colossaux et suffiraient à eux seuls à annuler le gain espéré d'une telle pratique. Sauf que, là, c'est voir la chose qu'en termes financiers. Je pense que ces milliardaires qui possèdent ces groupes, Glencore, on a parlé de Riche, des autres encore, Dreyfus aussi, sont dans un objectif supérieur à la monnaie. Là, c'est le pouvoir. C'est le lien avec les dirigeants, l'idée de modifier le monde. Et peut-être même d'aboutir à ce qu'il y ait dans le constat trop d'humains sur Terre, ou bien une régulation à faire, déstabiliser un pays encore. Vous voyez, il n'y a pas que de l'économie, il y a plus. Donc nous dire que stocker du blé pour essayer de créer des pénuries, ou d'autres encore matières, c'est faux parce que le stockage c'est très cher et du coup il ne tirait pas de bénéfice, je pense que c'est avoir une vision assez réduite. Pour ça, toujours quand vous lisez un livre, soyez à l'affût. Ne prenez pas tout pour argent comptant, essayez de recouper avec ce que vous avez entendu, lu, eu écho ailleurs.
En outre, il est impossible de prévoir le niveau de récolte mondiale, donnée fondamentale qui contribuera à faire monter ou baisser les prix. Les grandes maisons de négoce ont à leur disposition toute une industrie météorologique qui leur permet d'anticiper, de suivre les évolutions climatiques, d'anticiper, de suivre la croissance d'une récolte et donc de prendre des positions, d'acheter plus ou moins en se couvrant sur les marchés à terme. L'industrie météorologique est intéressante. Prévision par rapport aux capteurs, aux comparaisons des différentes périodes de l'année, mais également en recoupant avec les années précédentes, les décennies ou plus, et voir s'il y a des occurrences, des récurrences, des moments qui reviennent, des comportements qui se répètent. Sauf que je pense que l'industrie météorologique va plus loin. On parlait l'autre jour chez Los Locos de la géo-ingénierie. Et c'est une thématique qui me plaît énormément. Et il se posait la question de à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour diffuser des médicaments ou des choses bizarres? Non. On n'est pas dans la théorie de Nenki, ça tient pas la route. Ce que d'ailleurs Alex Sator avait pris pour argent comptant, vous voyez, parce qu'il avait lu bêtement, malheureusement, cette info, et donc il nous laisse entendre qu'il y avait des médicaments dans le ciel, des cellules d'animaux, bref, de la folie. Enlevons cette horreur et restons concentrés sur la géo-ingénierie. Donc, de l'ingénierie sur la géo, sur le climat, sur l'environnement. Plusieurs techniques existent, l'ensemencement de nuages, et encore d'autres qui essayent d'avoir des capteurs de carbone, etc. D'accord ? Pour l'ensemencement de nuages, j'ai rappelé chez Los Locos qu'il y avait eu pas seulement l'idée de contrôler la météo pour essayer de faire un couvercle nuageux comme le projet Scopex de Bill Gates afin de limiter, on va dire, le réchauffement climatique, même si c'est des conneries. Je lui ai dit ça a servi à la guerre. Au Vietnam, on avait l'opération Popeye. Des escadrons qui étaient envoyés pour mettre de iodure d'argent et d'autres choses encore et faire tomber de la pluie. Ça n'a pas forcément fonctionné comme il l'espérait, mais quand même, ça a fait avancer la technique. En 2009, la Chine avait pareil utilisé ces techniques en faisant tomber de la neige artificielle. Et dans les pays arides, on peut par exemple penser même à Dubaï, à titre d'exemple, ils envoient des petits missiles chargés d'iodure d'argent et de d'autres éléments, on va dire, de l'ordre des nanoparticules par exemple, pour faire tomber de la pluie. Et des fois, il y a même des conflits entre voisins, puisque l'autre accuse un tel de lui voler ce nuage, et donc ces terres deviennent complètement à la merci du soleil qui est en train de les assécher. Bref, vous comprenez le problème. C'est-à-dire que c'est à la fois une ambition, soi-disant, de modifier le climat pour éviter le réchauffement, sauf que les apprentis sorciers, on ne sait pas ce qui se passe après, l'utilisation en cas de guerre, la déstabilisation des pays voisins, mais aussi pour l'agriculture. Oui, c'est sur différents niveaux. Et là, c'est ce qu'on retrouve. Peut-être que ces gens-là, demain, auront des contrats d'assurance pour attaquer si une entreprise a utilisé de l'ensemencement de nuages et donc a fait perdre des récoltes. Enfin, on aura certainement des procès un peu à l'américaine qui rentreront en jeu pour les terres agricoles. C'est-à-dire, on accusera des voisins, des entreprises, des producteurs, ou même des compagnies aériennes, par exemple, d'avoir couvert le nuage, empêchant la photosynthèse, le développement et tout un tas de choses. C'est pour ça que j'essaye de vous l'introduire petit à petit. Revenons-en, hop, j'avais pas fini la dernière ligne, donc cette science-là, au niveau de la météorologie, reste quand même aléatoire, tant les zones à surveiller sur les deux hémisphères sont nombreuses, tant les incidents climatiques peuvent survenir à tout moment. Par ailleurs, le niveau des réserves mondiales, là en termes de blé par exemple, tel que l'établissent les organismes internationaux, la Food Agriculture Organization, je crois, FAO, le Conseil international des céréales, est sujet à caution. Certains pays producteurs, en premier lieu la Chine, livrent souvent des données fantaisistes. Stocker sur ces bases-là pour spéculer est impossible, et les idéalistes qui imaginent que de grands négociants, ici et là, complotent pour affamer le monde, devraient chercher ailleurs les responsables des maux de la planète. Cette accusation a pourtant trouvé un large écho à l'été 2010. En Russie, important producteur de céréales, les récoltes étaient mauvaises, inférieures aux attentes. La société Glencore suggéra alors aux autorités russes de décréter un embargo sur les exportations céréalières, ce qu'elles firent quelques jours plus tard, créant un léger vent de panique sur les marchés mondiaux
et propulsant les prix à la hausse. Le Financial Times consacra son principal titre de une à l'affaire. Glencore, qui avait vendu par anticipation de grandes quantités de blé russe, était accusé de spéculer à la hausse, de faire de l'argent sur le malheur du monde. Et ceux qui nous disent que c'est faux, psychologie du socialisme. Dans les premières pages, mais ça m'est revenu en tête, il nous écrit, à l'époque déjà, ces abus de la fortune et la démoralisation croissante de la bourgeoisie ont donné une justification sérieuse aux diatribes des socialistes actuels contre l'inégale répartition des richesses. Il n'a été que trop facile à ces derniers de montrer que les grandes fortunes modernes ont, bien souvent, pour base de gigantesques racines prélevées sur les modestes ressources de milliers de misérables. Comment qualifier autrement tant d'opérations financières telles que ces emprunts étrangers, lancés par des grandes sociétés de crédit parfaitement renseignées sur la valeur des emprunteurs, parfaitement sûrs que leurs souscripteurs trop confiants seront ruinés, mais n'hésitant pas à les ruiner pour toucher des commissions qui s'élèvent parfois, comme dans l'emprunt du Honduras, à plus de 50% du total de l'emprunt. Le pauvre diable qui, poussé par la faim, vous prend votre montre au coin du bois, n'est-il vraiment pas infiniment moins coupable que ces forbans de la finance ? Que dire de spéculations comme celle de ce jeune milliardaire américain qui, au moment de la guerre des États-Unis avec l'Espagne, acheta en bloc le blé disponible sur presque tous les marchés du monde et ne le revendit que lorsque le commencement de disette qu'il avait provoqué en eût fait considérablement monter le prix. Cette spéculation provoqua une crise en Europe, la famine et des émeutes en Italie et en Espagne, et la mort par la faim d'un grand nombre de pauvres diables. Et il met pour le petit en référence, grâce à leurs capitaux, les directeurs des trusts américains peuvent faire des opérations de banque autrement gigantesques. On en cite une de Rockefeller, directeur du Standard Oil Trust, qui provoqua une panique pour faire baisser la plupart des actions existant sur le marché américain. Les ayant alors achetés, il les laissa reprendre leur cours. L'opération lui rapporta plus de 2 milliards, d'après une étude publiée par M. Dorbigny dans la Revue des Revues. Le syndicat du pétrole a rapporté à ce spéculateur près de 100 millions de francs dans l'année. Rockefeller avait fait ça. Rothschild s'était attaqué à la Banque d'Angleterre avec Nathan de Rothschild pour spéculer sur les bons. Plus récemment, dans les années 90, autre personne déstabilisant les pays et même les continents, George Soros, s'était également attaqué à la Banque d'Angleterre pour mettre fin au système monétaire européen et basculer les gens dans l'euro, pour éviter soi-disant des spéculations entre tel et tel pays, entre la lire, le mark et encore le franc. Donc leur objectif, c'était d'universaliser. Ça nous a conduit, on le voit aujourd'hui, à l'endettement global, à la perte de souveraineté puisque nous ne maîtrisons plus l'impression, et bientôt, je l'ai averti chez Los Locos, je l'ai dit chez moi, et je le répéterai à nouveau, la fin des banques privées, ou l'amincissement de ces banques privées. Depuis 2008, crise des subprimes, en 2009, il y a une obligation, on l'a vu, je vous l'ai présenté, tout ce qui est des prêts, etc., a été multiplié plutôt dans les cabinets de conseil, dans les trading, dans les banques, dans les trucs d'assurance vie, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est encore différent. Donc on a un système parallèle qui s'est construit, et pour l'Europe, la Banque Centrale Européenne, qui maintenant propose un wallet, là, qui sera mis en place d'ici peu, pour supplanter les banques privées, parce qu'ils savent qu'il va y avoir le krach boursier, d'accord, de toutes ces spéculations, il y a beaucoup trop de choses, on est en surimpression même monétaire de façon scripturale, donc le seul moyen c'est de faire imploser toutes les banques à la Lehman Brothers, pour après laisser le total contrôle aux mains de la BCE, Banque Centrale Européenne. Voilà à peu près pour cette première partie. N'hésitez pas à me retrouver sur Odyssée, Vérité à venir, mais vous marquez Phénotics, P-H-E-N-O-T-I-K-S, tiré du milieu, évolution. Toujours question de progrès, de se remettre en question, etc. Ça, j'ai gardé cette base. Et surtout, très important, puisque j'arrive à la fin des LBC, c'est de me mettre un petit soutien. Si vous avez quelques jetons là, qui restent sur votre compte, n'en achetez pas, hein, ça sert à rien. Mais si vous avez quelques jetons, vous faites soutien et vous donnez en pourboire, il me semble, ou stimuler, je sais plus, mais je crois que c'est pourboire le mieux, et vous mettez ce que vous avez. Comme ça, je pourrais continuer à publier. Et sinon, je vous mets un lien dans la partie descriptive et dans le chat pour créer un compte, même avec une adresse mail, vous voyez, fictive, c'est-à-dire
vous marquez 10 minutes mail, mail jetable, vous créez un compte, et moi ça me donne un point, un LBC, ce qui me permet après de référencer mes contenus. Merci pour votre écoute, alors que je regarde, on en est en plus quasiment à 1 heure, magnifique format. Je vous souhaite à tous une agréable semaine, profitez de cet été aussi pour souffler un peu, vous revigorer avec ce beau soleil, reprendre contact avec vos proches, et puis vous mettre, peut-être si vous avez un peu de terrasse, à de l'agriculture, ne serait-ce que d'avoir un petit olivier qui pousse, et puis un peu d'à côté. Après, vous faites ce que vous voulez, plants de tomates, ça peut être des melons aussi, bref, faites-vous plaisir. Au moins, ça vous fera quelques économies. Et puis, c'est toujours ça dans l'assiette. De meilleur, sans pesticides, sans tout ça. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Le VLEA, c'est aussi faire fonctionner la vision, l'audition, et à l'intérieur de soi, le V et le A, on le reprend, on fait un mouvement, on va vers la réflexion et essayer d'accéder à la lumière pour rayonner, réagir en totale harmonie, en totale conscience avec l'environnement de cette interaction. Bye.